Les amis, ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce qu'on va découvrir dans cette vidéo est totalement impensable. Cela dépasse largement le cadre d'un simple débat économique. Parce qu'au Nigeria, un affrontement silencieux vient d'exposer quelque chose que beaucoup de pays africains soupçonnent depuis des années sans jamais pouvoir le prouver aussi clairement. Imaginez un instant. L'une des institutions financières, la Banque mondiale, c'est l'institution financière la plus puissante au monde, publie un rapport officiel sur l'économie du Nigeria. Un document détaillé, structuré, publié publiquement, validé par des experts internationaux. Puis, à peine 48 heures plus tard, le rapport disparaît. Le rapport est supprimé. Aucune conférence de presse, aucune justification immédiate, aucune explication sérieuse. Simplement un lien cassé, simplement un lien qui disparaît. Et derrière cette disparition, une question explosive se pose. La Banque mondiale a-t-elle tenté de faire pression sur le Nigeria pour protéger un système économique qui profite davantage aux intérêts étrangers qu'aux intérêts africains? Parce que ce dossier dépasse Dangote. Il dépasse même le Nigeria. Ce qui se joue aussi concerne l'avenir industriel de toute l'Afrique, de l'Afrique entière. Et plus vous allez comprendre cette affaire, plus vous allez réaliser qu'il ne s'agit pas seulement de pétrole, il s'agit de souveraineté. Pour comprendre pourquoi cette affaire provoque autant de tensions, il faut revenir à plusieurs décennies en arrière. Le Nigeria est l'un des plus grands producteurs de pétrole de la planète. Le pays possède des milliards de barils de pétrole brut sur son sol, des ressources gigantesques, une richesse naturelle immense. Et pourtant, pendant plus de 40 ans, le pays a vécu une situation presque absurde. Le pétrole était extrait au Nigeria, envoyé à l'étranger pour être raffiné, puis revendu au Nigeria sous forme de carburant fini. Autrement dit, le pays vendait sa matière première à bas prix avant de racheter le produit transformé beaucoup plus cher. Et ce système a enrichi énormément de monde. Des sociétés de trading internationales, des raffineries européennes, des intermédiaires, des importateurs, des réseaux entiers vivant des importations de carburant. Pendant ce temps, les Nigérians faisaient la queue dans les stations-service. Et c'est précisément là qu'intervient Aliko Dangote. L'homme le plus riche d'Afrique décide alors de s'attaquer à ce qui ressemblait presque à une fatalité économique. Il a investi plus de 20 milliards de dollars dans une raffinerie gigantesque à Lagos. La plus grande raffinerie unique au monde. Une infrastructure capable de traiter environ 650 000 barils de pétrole par jour. Et soudainement, tout change. En quelques mois seulement, le Nigeria commence à réduire drastiquement ses importations de carburant. Le pays qui dépendait massivement des produits raffinés étrangers commence enfin à produire son propre carburant localement. Et là, il faut bien comprendre quelque chose. Ce n'est pas une simple réussite industrielle, c'est une structure géopolitique. Parce qu'un Nigeria capable de raffiner son propre pétrole devient automatiquement moins dépendant des circuits économiques étrangers. Et cela change complètement les équilibres. Posez-vous cette question. Que se passe-t-il lorsqu'un pays africain commence à contrôler toute sa chaîne énergétique? Extraction, raffinage, distribution, exportation. Cela signifie que l'argent reste dans l'économie nationale. Cela signifie plus d'emplois locaux, plus de capacités industrielles, plus de souveraineté monétaire et surtout moins de dépendance. C'est exactement ce qui inquiétait certains acteurs. Depuis 2026, le gouvernement nigérien décide alors de suspendre les licences d'importation de carburant. Une décision logique. Pourquoi continuer à importer massivement si le pays peut désormais produire localement? Mais c'est précisément à ce moment-là que la Banque mondiale entre en scène. Le 7 avril 2026, elle publie un rapport sur l'économie nigériane. Et au milieu de ce document se cache une recommandation extrêmement sensible. Ouvrir le marché des importations de carburant. En clair, permettre aux importateurs étrangers de revenir. La justification officielle, c'est quoi? Selon le rapport, le carburant produit par Dangote coûtait environ 12% plus cher que le carburant importé. Et là, beaucoup de gens se sont arrêtés sur ce chiffre sans regarder plus loin. Parce que la vraie question n'est pas pourquoi Dangote est plus cher. La vraie question est pourquoi les importations semblent moins chères.
Et c'est ainsi que l'analyse devient très intéressante. Dangote achète son pétrole brut au prix du marché mondial. Oui, vous avez bien entendu, le pétrole extrait du sol nigérien est vendu à une raffinerie nigériane pratiquement au même prix que sur le marché international. Ajoutez à cela les problèmes d'électricité, les infrastructures routières coûteuses, les difficultés logistiques, les coûts portuaires. Et vous comprenez rapidement pourquoi les coûts de production restent élevés. Autrement dit, la raffinerie nigériane fonctionne dans un environnement beaucoup plus difficile que certaines raffineries étrangères. Mais au lieu de proposer une solution structurelle, la Banque mondiale propose de rouvrir les importations. Et c'est là que le débat devient explosif. Parce que beaucoup d'économistes nigériens considèrent que ces recommandations attaquent directement les législations locales. Selon eux, la vraie solution serait plutôt d'améliorer les conditions d'approvisionnement en brut pour les raffineries locales. Pas de remettre le pays dans une dépendance aux importations. Et ce n'est pas tout, car les conséquences monétaires pourraient être énormes. Importer massivement du carburant signifie utiliser davantage de dollars. Et lorsqu'un pays fragile économiquement augmente sa demande en dollars, sa monnaie locale subit immédiatement une pression. Dans le cas du Nigeria, cela signifie une pression sur le naira. Et lorsqu'une monnaie se déprécie, toute l'économie souffre. Le prix des produits importés explose, les médicaments deviennent plus chers, les pièces détachées augmentent, le coût du transport grimpe, l'inflation s'étend partout. Donc oui, peut-être que le carburant devient légèrement moins cher à court terme, mais derrière, tout le reste augmente. C'est précisément ce que plusieurs experts ont dénoncé. Selon eux, la Banque mondiale regardait uniquement le prix immédiat du carburant sans prendre en compte les conséquences globales sur l'économie nigériane. Et plus encore, le souvenir du carburant frelaté reste très présent dans la mémoire collective nigériane. Pendant des années, l'ouverture massive aux importations a permis l'entrée de carburants de mauvaise qualité. Des moteurs détruits, des véhicules en panne, des motos immobilisés en pleine route. Lorsque le profit devient la seule logique dominante, la qualité passe souvent au second plan. Et cela aussi, la Banque mondiale semble l'avoir sous-estimé. Mais ensuite, quelque chose d'encore plus étonnant se produit. Face aux critiques croissantes, le rapport disparaît du site officiel. Puis arrive une qualification. La Banque mondiale affirme alors que sa recommandation pourrait aller à l'encontre des efforts mondiaux en matière de sécurité énergétique. Vous remarquez la subtilité? Elle ne reconnaît pas explicitement une erreur d'analyse. Elle parle plutôt d'un contexte mondial, comme si le problème venait soudainement de la situation internationale et non de la recommandation elle-même. Et cela a renforcé les soupçons, car beaucoup au Nigeria ont vu dans cette affaire une tentative de pression économique. Et derrière cette pression, une réalité dérangeante apparaît, la dette. Un expert nigérien l'a résumé brutalement. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un, ses conseils commencent à ressembler à des ordres. Et cette phrase résume une grande partie du problème africain depuis des décennies. Car l'influence des grandes institutions financières ne repose pas uniquement sur l'expertise économique. Elle repose aussi sur les mécanismes d'endettement. Pendant longtemps, les pays africains ont été encouragés à exporter leurs matières premières sans développer massivement leurs industries de transformation. Le pétrole brut partait, le cacao partait, le coton partait et les produits transformés revenaient encore plus chers. Le raffinage ailleurs, la valeur ajoutée ailleurs, les emplois ailleurs. Et l'Afrique restait fournisseur de matières premières. Mais aujourd'hui, avec des projets comme Dangote, ce modèle commence à être contesté. Parce qu'une raffinerie capable d'approvisionner non seulement le Nigeria, mais aussi une grande partie de l'Afrique de l'Ouest change totalement les équilibres économiques. Imaginez un instant, le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou d'autres pays africains pourraient acheter du carburant raffiné directement en Afrique, plutôt qu'auprès de traders internationaux. Cela signifie que des milliards de dollars resterait sur le continent. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire si sensible. Parce que lorsque l'Afrique commence à transformer elle-même ses ressources, elle remet en question des circuits économiques historiques extrêmement puissants.
Mais cette fois, quelque chose a changé. Les économistes nigériens ont réagi rapidement. Les acteurs industriels ont pris la parole. Les citoyens ont commencé à débattre publiquement du sujet. Et la Banque mondiale a fini par reculer. Même si beaucoup pensent que la pression reviendra sous une autre forme. Dans un prochain rapport, une prochaine négociation ou un futur programme économique. Parce que les intérêts derrière ces questions énergétiques sont gigantesques. Et maintenant, la vraie question est peut-être celle-ci. L'Afrique est-elle enfin prête à défendre ses propres modèles industriels face aux recommandations venues de l'extérieur? Parce qu'au fond, cette affaire ne concerne pas seulement Dangote. Elle concerne la capacité du continent à décider lui-même de son avenir économique. Que pensez-vous de cette affaire? Selon vous, la Banque mondiale cherchait-elle réellement à aider le Nigeria ou à préserver un système économique déjà établi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et surtout, restez attentifs parce que ce qui vient de se passer au Nigeria pourrait bien annoncer les grandes batailles économiques africaines des prochaines années. Maintenant, les amis, likez la vidéo, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne pour plus de décryptage.